André Giroux, philosophe et homme politique canadien, et non pas Olivier Giroux, même si c'est d'actualité, disait, attention, provocation, les médecins, c'est comme les épouses, elles sont jamais là quand on en a besoin. Voilà, je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour cette table ronde. Cette citation d'André Giroux est une belle allégorie finalement pour qualifier ce qui est devenu un fait de société en France en 2023, alors que nous allons sur la Lune, alors qu'on a même perdu notre quart de finale contre l'Afrique du Sud hier soir, alors qu'on est capable de prouesses technologiques, médicales, scientifiques, on manque de médecins pour garantir à tous nos compatriotes un égal et qualitatif accès aux soins. On est bon, nous sommes même un pays modèle pour tous les autres, pour quasiment tous les autres en matière d'excellence médicale, mais si vous habitez au milieu de la campagne vendéenne par exemple, vous avez peu de chances de pouvoir disposer d'un médecin dans des conditions normales de délai et de qualité de soins. Je parle de la Vendée parce que vous verrez qu'on évoquera un sujet qui fait référence tout à l'heure, mais cette problématique des déserts médicaux concerne quasiment tous les territoires, au moins pour certaines spécialités. On dit même que le premier désert médical en France, c'est l'Île-de-France. Donc vous voyez, c'est triste, mais il y en a pour tout le monde. Mais ce n'est pas une fatalité, évidemment. C'est en tout cas le mantra de H4D qui vous propose cette table ronde aujourd'hui. H4D a mis au point, vous avez dû le voir à l'entrée de cette salle, un outil sous la forme d'une cabine autonome qui permet à tout patient de bénéficier d'un véritable examen. Vous avez pris rendez-vous, vous êtes accueilli par une personne dédiée qui vous invite à entrer dans la cabine. Vous vous asseyez, vous entrez votre carte vitale et vous êtes rapidement connecté à un médecin via le petit écran dans la cabine. À l'aide des dispositifs médicaux qui sont présents dans la cabine, le médecin vous guide pour réaliser un vrai examen médical, un vrai examen clinique. Alors le positionnement d'H4D, évidemment, est clair. C'est repousser les limites de la télémédecine pour permettre de prendre en charge un maximum de motifs de consultation à distance et aussi de contribuer efficacement, finalement, à ce qui nous occupe aussi beaucoup ce soir, la lutte contre les déserts médicaux, avec un but avoué qui est de proposer un dispositif de soins de première ligne capable de contrecarrer l'absence physique des médecins et ainsi de ne laisser personne sans accès aux soins. Alors, on reparlera évidemment avec nos invités que je vais vous présenter dans quelques minutes de tous ces éléments et de toutes ces choses qui concernent la médecine à distance. En attendant, voici une réalité. Vous allez voir sur un petit micro-trottoir qui a été tourné il y a accès aujourd'hui normalement à un médecin. Voilà ce qu'ils en disent. À tout de suite. Alors, je n'ai plus de médecin traitant, il est parti à la retraite. Donc, je suis en train d'en chercher un, mais c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de médecins qui prennent plus de patients. Et puis, en cas d'urgence, je fais SOS médecin. Par exemple, si je prends un rendez-vous dès maintenant, il me dira viens dans 2 semaines, voire 3 semaines parce qu'il a beaucoup de clients. Et en plus, on n'a pas beaucoup de médecins ici. Non, pas facilement. Il est absent tout le temps. Non, j'ai pas facilement de rendez-vous et en cas d'urgence, je ne sais absolument pas quoi faire. Merci à notre régie technique quand même, qu'on saluera tout à l'heure. Alors, nous aurons pour cette table ronde ce soir, et par ordre d'apparition à l'écran, si je puis dire, Michel Simès. On ne présente plus, c'est qu'avec la carrière qu'il a, on en oublierait presque qu'il est médecin. Mais il est médecin, Michel, il est ORL. Voilà, ORL de formation. Ouais. Il a exercé pendant plus de 20 ans à l'hôpital Pompidou, notamment, où comment mêler la passion pour les médias et, pour bien le connaître, la vocation qu'il a chevillée au corps depuis de nombreuses années que de vouloir faire de la médecine. Michel nous dira comment, en tant que médecin, il vit cette problématique des déserts médicaux, comment il évoluer ce phénomène au fil des années. Il nous dira aussi comment, selon lui, les nouvelles technologies, les nouveaux modes de prise en charge des patients et les solutions comme H4D, finalement, sont certainement la bonne voie à suivre pour tous les patients, au bénéfice de tous les patients. Nous aurons aussi avec nous John Billard, qui est le maire de la commune du Favril, dans l'Eure-et-Loire. Bonjour, monsieur le maire, département 28, donc, voilà. Monsieur le maire, lui, a décidé de prendre le taureau par les cornes il y a maintenant quelques années. Il n'y avait pas de médecin dans sa commune, qu'à cela ne tienne, il a investi dans une cabine H4D et il a proposé ce nouveau médecin, entre guillemets, à tous ses administrés de la commune et de toute l'intercommunalité. Il va nous expliquer ça tout à l'heure. Et vous verrez que cette initiative a très bien été reçue par l'ensemble des administrés de sa commune et alentour. Nous aurons aussi Guillaume Mollaret, qui est journaliste spécialiste santé, je dirais même spécialiste du système de soins environnement médical. Nous verrons avec Guillaume comment notre système de soins, une vue un peu plus médico-éco avec Guillaume, notre système de soins, voire
ces nouveaux modes de prise en charge à distance, pardon, comment les modèles éco doivent être réfléchis pour que ça puisse tenir sur 4 pieds et que ça puisse être performant et rentable, évidemment. On verra aussi comment est-ce que l'optimisation des performances médicales au bénéfice des patients et au service des médecins permet finalement de contribuer, peut-être, certainement demain, au redressement de notre système de soins. Et enfin... Non, 2 minutes 30. Et tout ça, non, en 10, t'inquiète pas, tu auras un peu de temps pour parler. Et enfin, nous aurons Maude Saporta, la directrice médicale de H4D, qui sera notre 4e intervenante. Avec Maude, on entrera dans la cabine, pour le coup. Maude nous aidera à comprendre comment elle fonctionne. Nous verrons aussi comment les usages médicaux proposés par cette cabine et les problématiques des médecins trouvent une réponse, une vraie réponse avec un tel dispositif. Maude nous donnera aussi son œil plus économique, qui, en tant que médecin, voit aussi comment elle peut proposer un avis, des idées pour financer ces outils, pour trouver là aussi des modèles éco, sachant que c'est quand même le nerf de la guerre pour pouvoir déployer un tel dispositif. Et avant de passer donc à l'intervention de nos 4 invités, je vous propose une autre petite vidéo de 2 minutes, elle va être très rapide, qui présente le fonctionnement de la cabine sous forme de tuto. Voilà, à tout de suite. Merci. Donc Michel, je me tourne vers vous, Michel. Alors comment est-ce que, sur une vue un peu globale, comment est-ce que votre expérience et quel est votre avis de médecin justement sur ce thème central de la problématique de l'accès aux soins, de l'égalité d'accès aux soins? Alors, bonsoir, pardon. Alors moi, j'ai commencé mes études de médecine en 1976, c'était au XXe siècle. À l'époque, on n'avait pas de problème d'accès aux soins. Enfin, je n'entendais pas parler de problème d'accès aux soins. C'est progressivement, vous savez, vous avez entendu parler de ce fameux numerus clausus. Moi, quand j'ai passé mon concours de première année, il y avait 10% de reçus. Il y avait 110 reçus pour 1100 candidats. Ce numerus clausus est resté jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et c'est lui qui finalement est à l'origine de ce qu'on vit aujourd'hui en matière de désert médical, parce que les têtes pensantes de l'époque se sont dit... alors, parmi les têtes pensantes, il y a les responsables, c'est-à-dire les ministres, qui sont succédés, et puis il y a aussi mes confrères, c'est-à-dire ceux qui sont à la tête de ce qu'on appelle les sociétés savantes, c'est-à-dire en gros les syndicats de spécialité qui, à l'époque, ne voulaient pas voir venir la concurrence. Il faut dire les choses comme elles sont ou comme elles ont été à l'époque.
je prends l'exemple des ophtalmos. Pourquoi on manque d'ophtalmos aujourd'hui et qu'il vous faut 6 mois pour avoir un rendez-vous? C'est parce qu'à l'époque, le syndicat des ophtalmos a été très très fort et a dit, nous, on ne veut pas voir trop de jeunes venir en ophtalmo parce que ça va nous prendre une part du gâteau. Donc tout ça a fait que le numerus clausus est resté et ceux qui étaient censés penser à plus long terme ont pensé démographie médicale, ont pensé nombre de médecins, mais n'ont pas pensé démographie générale. Les mecs se sont... Enfin, il y a des gens intelligents qui se sont pas dit la population va croître. Ils se sont dit on va limiter le nombre de médecins, puis c'est les autres qui se démerderont avec. Aujourd'hui, on arrive à bien évidemment une croissance de la population très importante depuis toutes ces décennies et les médecins n'ont pas suivi. Donc, moi, j'ai vu ça monter progressivement, mais à l'époque, il y avait zéro problème. Absolument aucun problème. Et justement, alors aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez l'arrivée des nouvelles technologies, des nouveaux modes de prise en charge des patients, la médecine à distance? Comment est-ce que moi, je les vois bien. Dans votre pratique? Moi, je les vois bien, peut-être parce que j'exerce plus. J'exerce plus. Moi, je suis à la retraite depuis 2 ans. Je travaille à l'hôpital. Il y a un moment, il faut se dire qu'il n'y a pas... D'abord, c'est des moyens techniques qui sont extraordinaires pour les déserts médicaux, mais il faut bien que... Et pardon, je pense que je dois avoir des confrères ici, mais... Il y a un moment, il faut ouvrir les yeux, quoi. Il faut se dire qu'on ne peut pas faire autrement que de sortir de cette médecine présentielle, humaine, qui est essentielle. Et je ne dirais jamais qu'il faut remplacer l'homme par des machines, mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas consulter du tout. Il y a des déserts médicaux qui font qu'il faut faire 150 bandes pour aller voir un médecin. Donc, faisons venir la médecine au public et non pas le public à la médecine. Et les cabines de téléconsultation, aussi performantes que celle-là, et je vous le dis tout de suite, je n'ai pas de casquette, je n'ai pas de t-shirt H4D, je vous dis ça comme j'ai pu le dire à la télé ou à la radio. Par contre, ils auraient pu t'en offrir un. Oui, ils auraient pu parce que j'ai chaud. Hein. Mais c'est aujourd'hui ça. Comme d'autres avancées, comme d'autres innovations, comme d'autres moyens, aujourd'hui on est dans une situation d'urgence. On n'est pas en train de se dire, bon, comment on va faire dans quelques années pour que tout le monde ait accès aux soins? Il y a une situation d'urgence aujourd'hui. Et ce n'est pas le sujet du jour, mais quand je vois que certains de mes confrères gueulent contre l'arrivée des infirmières de pratique avancée, qui sont des infirmières à qui on va faire un peu plus d'études pour pouvoir aider les médecins dans toutes les tâches, etc., enfin, on marche sur la tête. Justement, en parlant d'études, et comment est-ce que ça doit avoir une incidence sur la formation des médecins? Est-ce qu'à la faculté, on n'apprend pas toutes ces nouvelles méthodes, ou peu? Ou je pense que les étudiants le font de façon dynamique, mais est-ce qu'il faudrait que ce soit plus structuré? C'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, le numérique, on n'avait pas d'ordinateur à l'époque. Hein. Je sais que je fais très jeune, mais à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur. Donc, c'était tout à la mimine. Hein. Et aujourd'hui, les étudiants, bien évidemment, sont évidemment formés à l'informatique, évidemment formés au numérique. Et la téléconsultation, comme l'espace numérique de santé, comme tout ça, ça fait partie de leur formation et de leur quotidien. Ce n'est pas un problème de formation aujourd'hui. La formation, ce n'est pas technique qu'il faut, c'est la mentalité, l'état d'esprit. Il faut expliquer aux étudiants qu'aujourd'hui, la médecine peut aussi se pratiquer. C'est toujours mieux d'avoir un patient devant soi, toujours mieux. Mais là, ce n'est pas possible. Donc la médecine se pratique aussi grâce à des télécabines, grâce à des téléconsultations, grâce à tout ce que la tech peut nous apporter. C'est à Courchevel, hein, Michel. Oui, les télécabines. Mais moi, je consulte aussi à Courchevel. Moi, je consulte partout. En fait, je monte dans les télécabines, les télésièges. Je vous laisserai discuter après, mais juste, alors, qu'est-ce que... Parce que dites-lui, mon cher Christophe, que s'il m'attaque... Oui, ça va répondre. Tu peux y aller. Non, alors justement, qu'est-ce que vous diriez à des médecins, vous avez un peu évoqué le sujet, mais qui sont un peu réticents à voir tout ça? Quels sont les arguments? Je pense que monsieur le maire en aura aussi tout à l'heure à nous donner, mais... Si les médecins sont réticents à ce genre de choses, je leur dis, OK, alors vous reprenez les téléphones bakélite. Éventuellement, vous avez un Minitel chez vous, un bebop, et puis il faut arrêter la médecine, quoi. Enfin, je veux dire, des médecins qui aujourd'hui sont opposés à tout ce qui est innovation technique, alors qu'on sait qu'il y a des gens
probablement en France qui meurent parce qu'ils n'ont pas eu accès aux soins, il faut que ces mecs-là fassent un autre métier. C'est tout. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des spécialités, des disciplines médicales qui Je vais trop loin, vous me dites. Hein. Est-ce Moi, qu'il y a pour des- l'instant, je dis tout ce que vous m'avez dit de dire. Donc après, voilà. Je suis là, si Michel. c'est trop, vous me le dites. Justement. Personne n'enregistre, moi, ça va être clair. Est-ce que vous pensez, Michel, que, alors vous êtes ORL, donc, est-ce que vous pensez qu'il y a des disciplines médicales qui se prêtent mieux à ce type de prise en charge des patients, d'autres qui se prêtent moins bien par définition? Avec les cabines de ouais. téléconsultation, il y a forcément des spécialités qui risquent d'être un peu limitées si on doit pousser des examens. Je pense, alors je ne sais pas si dans les télécabines, on peut faire un fond d'œil par exemple. C'est peut-être un peu compliqué parce qu'il faut vraiment un appareil particulier, mais par exemple, moi je suis ORL, je vois qu'il y a des otoscopes. Otoscope, c'est ce qui permet, c'est ce qu'on met dans l'oreille pour bien regarder. Très franchement, avec les techniques qu'il y a aujourd'hui, il suffit de bien le positionner. Le médecin dit à la personne d'orienter, et on a des images de tympan que mon œil, à moi, n'est pas capable de me donner. Je ne peux pas faire un grossissement sur mon œil. Donc, puis en plus, quand on est presbyte, le tympan, on ne le voit pas, il est trop près. Donc, voilà. Mais les appareils permettent d'avoir des images extraordinaires. Donc, il y a des spécialités qui vont probablement... pardon, mais si vous allez voir un médecin pour faire un examen de la prostate, ça devient compliqué dans une cabine. Mais ça, c'est... Voilà. Si la porte est bien fermée. Oui. Si la porte est bien fermée, qu'on connaît bien le Alors médecin, justement, on parlait de la... On ne peut pas le faire soi-même, je veux dire. Voilà. On parlait de la réticence des médecins. Et alors, en tant que médecin, vous diriez quoi à des patients qui se posent la question de savoir si... Un patient, par définition, est quelqu'un d'inquiet. Voilà. Ça, c'est la définition du patient de base. Donc, un patient qui rentre vous voir en consultation, de toute façon, il faut le rassurer. Il vient parce qu'il est malade, il a peur d'avoir un cancer, voilà. Bon, donc il faut le rassurer. Donc un patient qui va aller dans une cabine de téléconsultation, il va être probablement aussi inquiet que le patient qui va vous voir en consultation. Il va être un peu plus inquiet peut-être en se demandant si vraiment ça va être de la vraie médecine, parce que c'est ça la question. Mais si les médecins expliquent, si par exemple un patient qui est dans un désert médical va consulter dans une cabine de téléconsultation parce que son médecin traitant, qui l'a vu à 100 bandes de là, lui a dit « prochaine consultation, faites-la là-bas », parce que si vous avez un problème, n'hésitez pas, faites confiance à ces cabines de téléconsultation. Il faut que le médecin soit convaincu pour être convaincant et pour réussir à convaincre ses patients. Et à ce moment-là, la chaîne de soins sera respectée. Et en matière d'utilisation de ces outils, alors les cabines aujourd'hui peuvent être posées dans des entreprises, dans des lieux publics, comme Monsieur le maire nous en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que ça peut être finalement un outil directement intéressant pour les médecins eux-mêmes? Est-ce qu'il y aurait un enjeu à mettre une cabine à Pompidou, vous avez exercé? Non, on va prendre un exemple très précis. La médecine du travail. Un médecin du travail, aujourd'hui, ne peut pas prescrire. C'est interdit. Ce sont des médecins qui peuvent examiner, qui sont là pour aider l'entreprise en termes d'ergonomie, de poste de travail, de tout ce que vous voulez. Si je suis collaborateur dans une entreprise, je peux demander à consulter le médecin du travail si j'ai un problème, et lui va voir s'il y a une urgence, et puis il va voir surtout vers qui il peut nous orienter. Si dans une grande entreprise, il y a une cabine de téléconsultation et que le médecin du travail voit quelqu'un arriver et que la personne lui dit « j'ai une petite douleur dans le thorax, etc. » et qui peut aller en consultation dans la cabine, quitte à être accompagné par le médecin, pour avoir affaire à un expert, un spécialiste, qui lui va pouvoir soit le rassurer, soit lui dire « bon, il faut l'envoyer aux urgences, etc. » C'est de la complémentarité médicale. Et c'est un seul exemple. Mais c'est évidemment, les médecins scolaires, c'est pareil. Il n'y a pas de médecins scolaires. On n'en a plus. Donc voilà, il faut se demander si demain, dans les grands établissements scolaires, dans les universités, il ne serait pas intéressant de mettre ce genre de cabine. On va retenir ce mot de la complémentarité. Merci. Michel. Oui, avec plaisir. Merci de Je me tourne vers Monsieur le maire. J'ai parlé quand même pendant un moment et il n'y a qu'un mot qui est retenu. Non, il y a 10 minutes 40, c'est pas mal. Je me tourne vers Monsieur le maire, John Billard, qui est maire du Favril, donc en Eure-et-Loire. Monsieur le maire, vous avez pris le taureau par les cornes chez vous et vous en avez eu assez d'être le premier médecin de votre communauté, donc vous avez fait appel au service HKD, vous avez installé une cabine chez vous. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé? Bien, j'imagine. Alors oui, ça s'est bien passé. En fait, l'idée de départ, c'est que j'en avais marre, effectivement, de me faire engueuler parce que j'avais pas de médecin, mais un maire aujourd'hui se fait engueuler pour tout.
Donc, mais là, en l'occurrence, je n'avais pas de solution. Et j'avais aussi une autre casquette, puisque je suis aujourd'hui secrétaire général de l'Association des maires ruraux de France, et je m'occupais beaucoup à l'époque de toutes les questions numériques. Donc, qui dit numérique, dit télémédecine, il y avait un sens. Et donc, avec l'Association des maires ruraux de France, avec la Caisse des dépôts, etc., j'ai dit, on va mener une expérimentation. En fait, mon idée de départ, c'était de savoir si la télémédecine, ça pouvait répondre à un besoin. Parce qu'à l'époque, je rappelle, juste pour que vous ayez le contexte, c'était en 2017. Donc, en 2017, notamment, évidemment. Bien avant. Ouais, hein. bien sûr. Et en 2017, j'étais à mon conseil municipal, j'ai dit voilà, on va faire une expérimentation, on va installer une cabine de téléconsultation dans la mairie. Alors ils m'ont pris pour un fou, ils ont l'habitude. Et donc l'idée c'était ça, c'était ok, voilà, tout le monde parlait de la télémédecine et on avait besoin d'expérimenter. Donc avec H4D, en fait à l'époque j'ai été voir Franck Bodino qui était venu, qu'on avait consulté à l'époque bien longtemps avant sur les questions de désertification médicale. Parce qu'on parle beaucoup de l'Île-de-France, mais nous ça fait 20 ans chez les maires ruraux de France où on dit il y a un problème de désertification médicale. Donc c'est un sujet qui était prégnant chez nous. Et donc l'idée, c'était de voir comment on montait un projet médical à l'échelle du département, parce qu'en fait la cabine en elle-même, c'est l'outil. Mais derrière, il faut aussi s'occuper du patient, l'orienter, et c'est tout ça qu'on a monté. Donc pour ça, j'ai été voir la Caisse des dépôts et je leur ai dit on va faire une étude, donc qu'ils ont financée, et on a fait une étude sur quel était l'état de la présence médicale en Eure-et-Loire. Et l'Eure-et-Loire, c'est un département qui est juste à côté, mais qui est vraiment désert. Pas qu'en Beauce, mais y compris dans le Perche. Et là, il manquait. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai lancé le projet, avec plein d'idées préconçues, mais peu importe. Donc j'ai porté le projet. Et j'ai mis 2 ans, parce que c'est ça qu'il faut retenir, j'ai mis 2 ans pour faire aboutir ce projet, parce que tout le monde était contre moi. Quand je dis tout le monde était contre moi, évidemment les syndicats de médecins, les médecins, la présidente de l'ordre à l'époque, etc. Donc avec l'appui des maires ruraux de France, et à l'époque on avait sorti ce qu'on appelait l'agenda rural, par le Premier ministre, Édouard Philippe, et dans l'agenda rural il y avait 180 propositions pour redynamiser la ruralité en France. Il y avait tout un chapitre sur justement la présence médicale et un chapitre sur la télémédecine. Donc moi, en tant que vice-président à l'époque, on a saisi de cette opportunité politique pour lancer l'expérimentation. Et donc on a monté le projet. Alors 2017-2023, ça fait 6 ans. Vous en êtes où aujourd'hui ? Est-ce que vous avez résolu en partie votre problème de désert médical dans votre région ? Alors, les dates sont importantes. 2017, c'était donc un peu innovant. 2019, octobre 2019, on ouvre. On a premier patient. Et j'aime bien raconter cette histoire parce que c'est quand vous apportez un projet pendant 2 ans qui coûte un peu d'argent, donc, etc. Et j'ai un collègue maire qui m'appelle, qui est à 15 km, et il me dit, parce que je suis aussi vice-président d'intercommunalité, et j'avais fait visiter évidemment mon investissement. J'étais fier comme mon équipe municipale aussi. Hein. Ils avaient dit non au début, mais ils étaient super contents de dire qu'on était les premiers en France à faire ça. Et donc, il m'appelle, et ça a force d'exemple. C'est pour ça que je le cite. Il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai une de mes administrées, une grand-mère, qui n'arrive pas à trouver un médecin. Est-ce que ta cabine, elle peut la prendre ? Imaginez, oui, c'était la première. Hein. La première. Et donc, effectivement, le maire de la commune, je peux vous donner le nom, c'est Aurore, amène la dame dans ma commune, au Favril. Donc, on avait calé un rendez-vous, j'avais appelé H4D à l'époque, démerdez-vous pour me trouver un médecin. Désolé de dire comme ça, mais c'était urgent. Et je voulais vraiment le faire. Et la dame, donc, elle a eu sa consultation médicale. Le maire, donc, ensuite, a emmené la dame chez le pharmacien pour aller chercher les médicaments. Et elle a été soignée. En force de symbole, en zone rurale, impossible pour une dame qui avait 80 ans de trouver un médecin, on l'avait sauvée. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les 2 ans où j'ai galéré, quand je dis galérer, hein, j'ai été... L'ARS, c'était pas l'ARS, c'était le tribunal. Mais pourquoi vous voulez faire ça ? Est-ce que vous avez le droit de le faire, etc. L'avantage de la maire, hein, c'est qu'on a la compétence générale. Donc on peut faire ce qu'on veut dans nos communes. Enfin, c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est un peu ça quand même. Donc c'était un laboratoire. Et donc rien qu'avec cette histoire-là, je me suis dit que j'ai eu raison. Et après, petit à petit, effectivement, les rendez-vous sont arrivés. On a fait énormément de communication. J'ai invité l'ensemble des professionnels de santé du département pendant 1 mois à faire de la découverte, voir ce que ça pouvait donner. Parce que l'idée, c'était aussi de voir les services de pompiers, les urgences, les directeurs d'hôpitaux. L'idée, c'était de dire qu'il y avait cette solution. Et alors justement, à côté des instances publiques que vous avez invitées à venir chez vous et d'autres, quelle communication vous avez fait auprès de vos administrés pour un, pour les informer et 2, j'imagine, pour les convaincre ? Après, pour communiquer, la presse m'a beaucoup aidé.
parce que c'était quand même la première en France, dans une commune rurale. Enfin, je cochais toutes les cases aussi pour faire un peu de communication. Et donc après, c'était assez facile. Donc ça a bien démarré, donc petit à petit. Et derrière, en fait, j'ai aussi mené donc une étude, parce que je voulais toujours savoir est-ce que ça correspondait à un besoin. Alors, j'ai vite vu que les médecins n'étaient pas tout à fait chauds, parce qu'en fait, on allait leur prendre des patients. Alors que moi, à l'époque... Oui, ça, c'est ce que disait Michel tout à l'heure. La peur du médecin. À l'époque, ce n'était pas le Covid. C'était que, souvenez-vous, on n'arrêtait pas de dire que les services des urgences étaient saturés. Et moi, je m'étais dit, on avait fait l'étude avec la Caisse des dépôts, qu'on aurait à peu près 20%. On pouvait capter, si on organisait le territoire avec de la télémédecine, suffisamment en termes d'aménagement du territoire, on pouvait capter 20% des besoins. Donc, et ça faisait 20% de moins de personnes aux urgences. C'était ce qu'on avait imaginé. Donc, et d'ailleurs, la typologie de patients que vous avez vu passer dans votre cabine chez vous. Alors, c'est justement là où on a été très surpris. C'est que pour le coup, on s'attendait à des jeunes, à des geeks, on s'est dit c'est plutôt génération. Et en fait, non. C'est pas du tout eux. Alors, est-ce qu'ils sont moins malades que les autres? Mais on a eu beaucoup de personnes âgées, quand je dis personnes âgées, de plus de 60 ans, on va dire, qu'on aurait pu considérer moins à l'aise avec le numérique, etc. Ouais. Et en fait, c'est ça qui a été ça faisait un tiers des consultations. Et alors, avec une expérience, parce qu'on faisait un questionnaire derrière pour savoir comment s'était passée l'expérience, et avec une expérience patient, pas client, mais patient, assez incroyable, parce qu'en fait, ils étaient acteurs. Alors, tout ce que Michel Simas a dit, c'est totalement vrai. En ce sens qu'ils ont peur, etc. Et en fait, ils oublient. Non, mais... On ne le dit jamais assez. Non, mais... Moi, j'aime bien, ça me fait plaisir. Ce que je veux dire, c'est que moi, je l'ai vécu. Je ne suis pas médecin, moi, je sais même pas comment ça marche. Mais ce que j'ai vécu, c'est l'expérience de l'utilisateur. Et donc, dans les questions qu'on leur avait posées, on avait donc pris un cabinet extérieur pour faire l'étude. On leur demandait comment s'était passée l'expérience. À chaque fois, c'était pour eux un truc incroyable parce que c'était la première fois qu'ils voyaient le fond de leur oreille, par exemple. Parce qu'en fait, ils étaient acteurs de leur consultation. Et le médecin, évidemment, en visio de l'autre côté, avait beaucoup d'importance dans la façon dont il amenait les choses. Et donc, une fois qu'ils étaient venus, ils revenaient. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de souci à faire revenir. Et après, il y a eu catastrophe, le Covid. Et là, ça a pété le modèle. Et là, on a eu une baisse vraiment de consultations, mais c'était aussi vrai chez les médecins. Il n'y avait plus personne qui était malade, comme par hasard. Enfin, voilà. Et donc, ça c'est côté patient, je dirais. Et du côté de vos collègues en région, dans le département et de l'intercommunalité que vous représentez, quels arguments vous avez portés auprès de ces gens pour les convaincre du bien fondé de votre démarche? Comment vous les avez convaincus? Les arguments, c'est assez facile. Quand vous avez... les médecins, en général, chez nous, il n'y en a pas beaucoup. Ils tournent à 3000 patients chacun. Donc, ça veut dire qu'ils sont... Traités par an. Alors, c'est leur portefeuille. La moyenne, c'est 1200 pour que ça soit à l'aise, avec le taux d'horaire pratiqué aujourd'hui. Donc, à un moment donné, les gens, ils vont voir, nos habitants, ils viennent nous voir, dire, mais faites quelque chose, parce que nous, on est Dieu maintenant, les maires, on fait tout. Donc, ils nous disent, trouvez la solution. Donc, dès que vous avez une solution de télémédecine qui peut répondre à un besoin d'inquiétude, parce que ce que disait, moi je suis d'accord, en fait, quand vous disiez, par exemple, qu'il faut rassurer. Moi, je dis souvent que la télémédecine, dans l'aménagement du territoire, dans un territoire, en termes d'installation, il faut l'amener vers le patient. C'est-à-dire que cette notion de proximité, elle est fondamentale. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que aussi, nos patients aujourd'hui, notre société aujourd'hui, c'est que les patients, moi j'ai découvert ça, c'est qu'ils veulent être rassurés. En fait, ils ne sont pas forcément très malades, mais ce qu'ils veulent, moi je dis souvent, c'est est-ce que c'est grave, docteur? Et donc, plutôt que d'aller engorger les cabinets, etc., si on a déjà un dispositif numérique, télémédecine, qui permet de dire au patient, c'est pas grave, et puis on va traiter le problème, ou si c'est grave, on va réorienter le patient, déjà on a éliminé tout ce qui aujourd'hui sature les médecins. Quand j'entendais, il se trouve que ce matin j'étais avec la ministre pour une inauguration d'une maison de santé dans mon département, elle disait qu'il fallait que chaque médecin dégage un quart d'heure pour faire du non programmé, parce que c'est ça aussi la difficulté, c'est comment je fais pour traiter le non programmé. Et donc, mais ils n'ont pas le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont tellement de... Donc, si la télémédecine peut régler derrière ce fonds de patients qu'il faut à la fois rassurer et traiter et orienter, on va libérer les cabinets médicaux, mais les médecins ont peur qu'on libère leur cabinet médical. Enfin, c'est un truc de fou. Ils veulent travailler moins, mais ils ont trop de patients, mais il ne faut pas aller leur en prendre. C'est le principe du numerus clausus, on le retrouve encore. Alors que ça peut le faire, et ça marche. Moi, je l'ai fait aujourd'hui, la cabine, elle tourne. On va même l'ouvrir plus largement, parce qu'aujourd'hui, elle est ouverte qu'aux horaires de la mairie. Moi, je suis une petite mairie rurale,
350 habitants. Donc elle n'est pas ouverte toute la semaine. Donc on va déplacer la cabine pour qu'on ait un taux d'ouverture beaucoup plus large pour prendre plus de patients. Et alors, à l'inverse, est-ce que vous pensez que cette initiative que vous avez eue et cette expérience que vous avez représentée peut convaincre des médecins de venir se réinstaller dans votre département? Est-ce que ça peut être un argument finalement? Et ça leur permettrait aussi d'organiser leur temps, de balancer leurs patients sur la cabine? Ça ne marche pas comme ça. Il ne marche pas comme ça. Si c'était comme ça serait bien. Alors moi, personnellement, dans ma commune, je ne veux pas avoir un médecin. Je pense qu'il faut on parle d'aménagement du territoire. Moi, je suis un élu, donc je fais de la politique, pas au sens politicien, je fais de l'aménagement du territoire. Il faut qu'on ait une vision stratégique et d'organisation du territoire en termes de présence médicale. Les médecins nous disent on veut être dans des villes attractives. Tous les villages ne sont pas attractifs. Ça veut dire quoi attractif? Il faut qu'il y ait une piscine, il faut qu'il y ait une école, il faut qu'il y ait un théâtre, etc., etc. Dans tous les villages de France, il n'y a pas ça. Donc installons les médecins dans les villes attractives, mettons des points de télémédecine dans les villages ruraux, par exemple, et derrière, on évite aussi les déplacements. Moi, il y a un truc qui me choque. Pardon, je le dis comme ça, c'est qu'on peut faire aussi de la téléexpertise, on peut suivre un patient. Moi, j'ai des habitants de ma commune, ils font 70 bornes pour aller voir un spécialiste, alors que s'ils prennent rendez-vous dans la cabine, il y a tout le matériel pour faire le suivi à distance. On évite aussi tous ces déplacements. Enfin, on n'arrête pas de rappeler le problème de la mobilité, mais pendant la crise du Covid, j'ai un patient qui avait une plaie à la jambe, il s'était fait opérer. Pendant toute la crise du Covid, il a été suivi, c'était le seul cas, il a été suivi dans la cabine. C'est-à-dire qu'il avait rendez-vous tous les 15 jours, il venait et avec une caméra, enfin après, moi je ne regarde pas ce qu'ils font, mais le suivi de sa plaie a été fait dans la cabine parce que c'était l'hôpital de Chartres à 35 km qui faisait le... Et tout ça en PSL ou en taxi? Non. Payé par la Sécu. Non, quand non. Mais s'il est... Non, mais lui, non, lui, non. Oui, mais s'il n'y avait pas eu ça, parce que quand les patients se déplacent, c'est en véhicule spécial, en taxi, en ambulance, et tout ça, c'est pris en charge par la Sécu. On l'avait estimé aussi dans l'étude préalable. Voilà. Vous faites un pont tout tracé pour m'adresser à Guillaume. Alors Michel et Monsieur le maire et aussi Maud peuvent intervenir évidemment pendant les interventions des uns des autres. Alors Guillaume, sur un volet un peu plus médico-éco, on sait qu'il y a un premier soin remboursé de télé-observance qui était sur l'apnée du sommeil. Et ça a très bien marché. Et, en tout cas, ça fonctionne. Ça fonctionne. Est-ce que finalement, ce n'est pas le modèle qu'il faut suivre? Et est-ce qu'on n'étendrait pas ça à d'autres maladies pour rentrer concrètement dans l'usage de la télémédecine qui permettrait tout ce que décrivaient Monsieur le maire et Michel jusqu'à présent? Alors, on parle de la téléobservance, on n'est plus dans la téléconsultation. Juste un mot sur la téléconsultation par rapport aux spécialités, puisque vous l'évoquiez. Et ça évite pour le coup des transports. Et souvent, c'est une consultation simple. Il n'y a pas nécessité d'avoir un examen clinique. C'est pour les anesthésies. Une consultation d'anesthésie, aujourd'hui, elle se fait assez facilement. Elle pourrait se faire en tout cas assez facilement à distance. Et aujourd'hui, dans les cliniques et dans les hôpitaux, c'est une pratique qui s'est un peu démocratisée grâce au Covid. Et là, typiquement, on fait des économies globales. J'en ai eu une ce matin, 5 minutes. En téléconsulte. Voilà. Téléconsulte. Ouais. Moi, je n'étais pas dans une cabine. Oui, vous étiez à la maison. Oui, mais le principe est celui-ci. Quoi. Très bien passé. Alors, justement, enfin, pour l'instant. Allez-y, terminez. Non, il est pas malade. Tu diras après. C'est ça. Le secret médical, on ne saura pas ce Michel là, c'est très bien. Alors justement, puisqu'on est sur un volet un peu plus médico-éco avec vous, quels sont les enjeux et les leviers finalement que viennent actionner des solutions comme H4D au bénéfice de notre système de soins aujourd'hui? Sur un plan économique, c'est quand même la question centrale qu'on se pose. Je réponds plus à la question précédente sur l'apnée. Si vous voulez. Ok. Je rebondis sur celle-là. Trop tard, j'ai passé mon tour. Alors, en fait, sur le suivi à distance, donc là, on parle de téléobservance pour l'apnée du sommeil. On est sur une pathologie qui touche aujourd'hui un peu plus d'1 million de personnes en France. Et ce qui se passe, c'est que c'est un soin qui vraisemblablement était assez bien remboursé aux pneumologues et aux ORL. C'est un acte qui rapporte. Et à un moment donné, la Sécu, l'assurance maladie plutôt, s'est dit on en installe beaucoup, faudrait quand même qu'on trouve un moyen de vérifier que les gens prennent bien leur traitement. Et on n'est pas sur un soin qui est vital. On peut vivre avec une apnée du sommeil, on dort mal, on devient aigri, on est fatigué en journée, mais dans l'absolu, si on n'a pas de traitement, on vit avec. Donc, bah ouais. On peut avoir des problèmes cardiovasculaires. Des problèmes cardiovasculaires à longue. Évidemment, c'est pour ça qu'on le traite, parce que sinon, il n'y a pas de sujet. Mais là, c'est donc l'appareil donc est une pression positive continue. C'est un petit masque qu'on se met sur le nez pendant le sommeil, permet de réduire ses apnées. Et en fait, l'appareil mesure le nombre d'apnées que vous faites pendant la nuit. Si jamais vous faites moins d'apnées que ce qui est dit comme étant
étant là vous êtes apnéique, eh ben, on vous retire l'appareil et donc il n'est plus remboursé. Mais donc là on est sur une notion d'efficacité économique par rapport aux soins et vérifier qu'il est bien pris. Ça peut se faire par exemple sur l'hypertension artérielle aussi, c'est une démarche qui est envisageable, c'est quelque chose qu'on pourrait faire de la téléobservance là-dessus. Il y a une société française qui travaille sur un jeu sérieux contre la DMLA. Et en fait, c'est pareil, le résultat du jeu est envoyé aux ophtalmos. Et une fois qu'on on voit comment évolue la pathologie, l'ophtalmo appelle pour prendre rendez-vous avec le patient afin de lui donner son traitement. Mais là, on est sur quelque chose de plus impactant. Et alors, on a un modèle en France qui est le modèle de la gratuité en santé, qui est remboursé donc. Est-ce que finalement ce modèle ancestral, j'ai envie de dire chez nous traditionnel, est compatible avec ces nouveaux modes de prise en charge? C'est quand je parle de la répartition de ce que ça représente en termes de coûts entre l'acte du médecin, l'endroit qui administre une cabine par exemple, et l'industriel lui-même qui propose ce service et qui doit bien gagner sa vie. Est-ce qu'on a un modèle qui est compatible avec ça? Aujourd'hui, le modèle, il n'existe pas vraiment, vous voyez, parce que c'est la mairie qui paye l'installation de la cabine, ça va être l'université, ça va être l'entreprise. Le sujet, il est là aujourd'hui, c'est qu'à 25 balles la consulte, parce que c'est le prix que ça coûte une consultation chez 26, pardon, oui. Allez, ça pourrait même être 28, vous voyez, ça ne changerait pas grand-chose. Je pense qu'un médecin généraliste à Paris, avec ce prix-là, s'il n'a pas hérité des murs, il n'exerce pas à Paris. Donc, il y a des villes où vous avez des gens qui ont du mal. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique. Si demain, il faut que vous trouviez aussi un modèle, vous qui avez des cabines, si performantes soient-elles, parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on se rémunère. Est-ce qu'on dit aux patients, vous mettez 5 € dans le flipper pour payer la consultation? Vous avez 6% des Français qui ne sont pas bancarisés. On n'a plus de liquide sur soi, donc ça veut dire qu'il faut quand même sortir sa carte bleue. Est-ce qu'on a vraiment le droit de le faire? Est-ce que vous êtes un porteur d'affaires pour les médecins en disant, nous, finalement, on vous a fourni un patient, donc on prélève un pourcentage dessus? Aujourd'hui, il n'y a pas de modèle. Tout à l'heure, monsieur le maire disait que l'ARS locale n'avait pas été d'une grande aide, au moins au départ. Comment est-ce que les instances aujourd'hui réfléchissent autour de ce phénomène qui est... Alors, on constate que les médecins eux-mêmes, à l'image de Michel et bien d'autres, sont partants pour l'utilisation de ces outils. Les patients y viennent, même quand on ne les attend pas forcément, notamment s'ils sont plutôt âgés que des plutôt plus jeunes. Donc ça fonctionne. Comment est-ce que nos dirigeants aujourd'hui réfléchissent ou ne réfléchissent pas pour pouvoir mettre en place un modèle avec 3 pieds qui puisse être l'industriel, l'acte et ce que représente la prise en charge par une ville comme vous, pour que ce soit dans un soin, dans une application d'un soin normal, où je suis patient, je ne paie pas, mon médecin est évidemment rémunéré pour pouvoir me prendre en charge. Comment est-ce qu'on réfléchit à ça alors? Il y a deux remarques dans vos questions. Alors, il y a un dispositif qui existe depuis 2018 qui s'appelle l'article 51. C'est dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale que c'était dicté, et qui permet de faire des expérimentations pendant 1 an, pendant 2 ans, jusqu'à 5 ans en fait, en trouvant une solution de financement pour les industriels, pour qui aurait une solution. Alors c'est une solution qui peut être organisationnelle, c'est une solution qui peut être clinique, ou ça peut être quelque chose de vital. Et il y a un barème d'évaluation et de paiement. Et ensuite, à l'issue de cette expérimentation, on permet ou pas à la solution d'être pérennisée. Ça, c'est une solution qu'a mis en place le législateur. Après, je serais un peu plus mesuré sur l'adoption en fait, par les médecins des solutions de télémédecine, parce que ça dépend de quelle solution est-ce qu'on parle. Aujourd'hui, il y a une grande crainte de la part des médecins généralistes. Enfin, une crainte. Disons que c'est des choses qu'ils ont constatées chez eux. C'est que Michel, tout à l'heure, parlait d'une solution vraisemblablement la vôtre, où on voyait très bien le fond de l'oreille. Or, aujourd'hui, il y a une difficulté qui m'est remontée par les médecins généralistes que je consulte sur le sujet. C'est que, en fait, quand il s'agit de regarder un tympan, quand il s'agit de regarder un fond de gorge, souvent, en télémédecine, il y a des erreurs de diagnostic sur des angines ou sur des inflammations de l'oreille. Et eux considèrent que dans certaines conditions, en tout cas celles qui leur ont été présentées, la télémédecine, la téléconsultation ne constituait pas un examen clinique parce qu'il manquait un élément essentiel qu'apprécie Michel, la palpation.
Oui, monsieur le maire, allez-y. Oui, enfin la palpation dans une otite, c'est Oui, moyen. je te rassure. On va mettre le doigt pour voir si ça fait mal au tympan. Alors moi, j'ai une remarque par rapport à ça. Pour moi, c'est un faux argument. Parce que Vous avant devriez faire de la politique, monsieur le maire. mais non, mais avant le Covid, les arguments que me donnait, que ce soit l'ordre des médecins à l'époque, enfin, le président de l'ordre des médecins, etc., c'était de dire la télémédecine, il n'y a pas la palpation, donc c'est pas efficace. Moi, j'ai constaté que pendant le Covid, finalement, ils ont fait beaucoup de téléconsultations sans palper personne. Et là, ça a bien marché. Donc, je m'interroge sur la véracité de leur positionnement. Encore une fois, je pense que ça dépend de la solution. Et vous voyez, par exemple, vous disiez, il y a une chose très intéressante quand vous parliez de réduire de bien orienter le patient. C'est notamment les dermatologues. Je ne sais pas si vous avez essayé d'avoir un rendez-vous chez le dermato, il faut y aller régulièrement, mais malheureusement, régulièrement, c'est une fois tous les ans et demi quand on arrive à avoir un rendez-vous à temps. Et là où c'est intéressant, c'est sur ce qu'on appelle la téléexpertise, c'est-à-dire que c'est un père qui va envoyer une photo à un patient d'un bouton en lui disant bah, « Tiens, regarde, est-ce que ce bouton-là est dangereux ?» Aujourd'hui, ça se passe par WhatsApp. Généralement, on a un copain dermato avec qui on était en fac et puis il est sympa, il nous répond, sauf que vu qu'on était 80, bah, ça lui fait 80 réponses dans la journée, c'est pas coté et puis il n'a pas que ça à faire. Et on sait que sur WhatsApp... Il y a un problème de protection des données qui n'est pas neutre. Exactement. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est le moyen le plus pratique qu'ils ont trouvé. Et le sujet, c'est qu'aujourd'hui, la télé-expertise, qui, elle, est cotée, c'est-à-dire qu'elle est remboursée aux médecins, ce que me disaient des dermatos, c'est que ça permettait en fait de prendre des rendez-vous, de dire aux patients, dans 40% des cas, ce n'est pas urgent. Et donc, ça évitait d'engorger finalement leur cabinet de consultation pour privilégier les rendez-vous urgents. Voilà. Mais certains spécialistes renaclent à faire de la téléconsultation, parce qu'ils disent, si je vois un rendez-vous urgent, malheureusement, un nouveau patient, je ne peux pas l'intégrer à ma file active. Donc parfois, ce n'est pas forcément un refus de la nouvelle technologie, mais c'est dire si je commence à mettre le doigt dedans, je vais devoir prendre le patient pour m'en occuper. Et aujourd'hui, concrètement, je ne peux pas. Et alors, comme les autres modes de traitement, y compris le médicament d'ailleurs, est-ce qu'il y a aujourd'hui quand même des études un peu poussées, un peu organisées, médico-éco, socio-éco peut-être, qui sont en train enfin qui courent en ce moment et qui vont nous renseigner enfin sur la qualité et sur la nécessité, même si on est convaincu, de ces nouveaux modes de prise en charge, et comment est-ce qu'elles sont reçues aujourd'hui par la population médicale ? Alors, il y a pareil, plusieurs aspects dans votre question. Il y a une étude qui est sortie l'an dernier d'un institut qui s'appelle l'Institut Molinari, qui chiffrait à 1 milliard d'euros l'économie globale qui pourrait être générée par la télémédecine. Alors, c'est l'économie pour l'assurance maladie, parce qu'on aura vu un rendez-vous au prix d'un généraliste, parce qu'aujourd'hui, une consultation dans une cabine de télémédecine, c'est le prix... Donc, ce qu'on appelle le secteur 1, donc en fait c'est le prix sécu, il n'y a pas de dépassement d'honoraires, c'est interdit. Et donc on aura pu ne pas avoir un rendez-vous... Pardon ? Pour les sociétés de téléconsultation, mais un médecin qui spécialiste, qui veut faire de la télémédecine et qui veut faire des téléconsultations, il peut faire... Lui, il le peut à titre individuel. Voilà. Et donc, quand on regarde ça, il y a des économies pour l'assurance maladie. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, des dépenses de transport. Le maire qui fait tout et qui est même VSL, là, en l'occurrence, effectivement, on a des économies de carburant. Et tout ça ferait, selon ses estimations, 1 milliard d'euros d'économies. Il y a toujours une question qui est en suspens, qu'on peut se poser dans certains déserts médicaux ou pas, c'est que si vous avez un service qui se trouve à proximité, vous vivez à côté d'un service d'urgence, statistiquement, vous avez plus de consommation de soins que dans une commune rurale où les gens vont moins consommer de soins. Alors, est-ce que c'est l'offre qui crée la demande voilà. Et à l'inverse, ils consultent plus tard, et donc comme ils consultent plus tard, ils ont plus de complications. Exactement. Et finalement, c'est pas rentable pour eux. Au moment où vous avez bien fait de prendre la parole, parce que ça va être votre tour. Merci Guillaume. Monsieur le maire, allez-y, monsieur le maire. Les maires ruraux ont fait une étude par un géographe sur le sujet. Et en fait, c'est pas terrible ce que je vais dire, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plus de mortalité en zone rurale à cause de tout ça. Le retard de soins. Retard de soins. Donc, alors c'est pas très bien de dire ça, parce que moi je suis plutôt à dire il faut venir vivre à la campagne, mais c'est un fait. Oui, bien sûr. Et juste un mot pour la réticence des médecins.
Si ils arrivent à comprendre que les infirmières de pratique avancée, c'est quand même l'avenir de la santé en France. Les fameuses IPA, donc. Les IPA, que les pharmaciens peuvent élargir leurs compétences, bref, ces fameuses délégations de compétences, s'ils y arrivent, ces cabines, il peut y avoir une infirmière à côté. C'est plus facile à trouver une infirmière que des médecins. Une cabine avec une infirmière à côté qui fait le relais, qui fait le go-between entre le patient et le médecin, qui peut être le médecin traitant aussi, en plus de la personne qui est là. Enfin, il y a tout un... Sachant que les IPA œuvrent déjà dans d'autres secteurs, comme la télésurveillance, notamment en cancérologie, où c'est elles qui reçoivent les différentes interactions avec les patients via les systèmes qui sont mis en place par les équipes de soins pour les patients, et c'est elles qui font les tris pour que les médecins ensuite soient prévenus ou pas d'un cas sauf que les syndicats de médecins sont vent debout contre les IPA parce qu'ils estiment qu'on ne peut pas être médecin comme ça. Enfin, on ne demande pas aux infirmières de pratique avancée d'être médecins, on leur demande d'aider à décharger les médecins. Tout à fait. Quand même, ce qu'on ne dit pas sur... Enfin, voilà, je ne vais pas me faire l'avocat des médecins qui ne veulent pas de la téléconsultation. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'à partir du moment où, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, on va décharger le médecin de tous les petits cas faciles qui ne prennent pas de temps en consultation parce que c'est juste rassurer le patient, lui dire c'est pas grave, traiter rapidement une infection urinaire ou une rhinopharyngite. En fait, c'est une consultation à 5 minutes. Et en fait, notre système de financement aujourd'hui de la téléconsultation en libéral, c'est une consultation à 26 € pour toutes les consultations parce qu'une consultation, c'est moyen. Sauf que si on fait un système où ce qui est facile, ça va d'un côté et que le médecin généraliste, il se retrouve qu'avec les consultations de 30 minutes avec les personnes polypathologiques, et en fait, c'est ça, ils ne le disent pas parce que nos confrères médecins ne sont pas toujours tout à fait objectifs et honnêtes sur leur motivation, mais en fait, ils devraient le dire parce que c'est très juste. Si on veut aller vers cette séparation, pourquoi pas, en termes d'organisation, c'est beaucoup plus rationnel probablement. Sauf qu'il faut changer notre façon de tarifer les consultations parce que ce n'est pas possible qu'ils se retrouvent avec que des consultations longues et compliquées et qui laissent finalement les petites respirations de la journée se faire ailleurs que dans leur cabinet. Et je pense que c'est ça la réticence principale des médecins. Et petite pierre dans votre jardin, quand on lit le projet de loi de finances de la Sécu, le mot téléconsultation, il apparaît 5 fois. Et un point sur lequel vous devez travailler avec vos médecins partenaires, c'est sur la prescription d'antibiotiques, puisqu'aujourd'hui, quand on regarde ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y a un paragraphe où le mot téléconsultation apparaît 3 fois, et c'est celui où on émet l'idée que on ne puisse pas prescrire tous les antibiotiques via la téléconsultation. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel faut que vous fassiez attention, quoi. Voilà. Maude, je vous prends au passage, je profite, parce que moi je veux que vous me donniez, en votre qualité de médecin chez H4D, de spécialiste médical, votre vue finalement de l'utilisation de la cabine, alors que je pense que tout le monde a vu à l'entrée de cette salle, et que vous nous donniez la proposition de valeur finalement médicale, j'ai envie de dire scientifique, de la cabine que vous distribuez aujourd'hui chez H4D. Je pense qu'H4D, c'est une entreprise pionnière dans la télémédecine et l'objectif, au départ, il est toujours extrêmement clair. C'est vraiment favoriser l'accès aux soins, c'est rapprocher le médecin du malade. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on a vraiment besoin de cette proximité. Donc c'est ce rapprochement en s'appuyant finalement sur la technologie, mais aussi sur un socle médical très fort pour avoir une proposition extrêmement qualitative. On est vraiment sur ce qu'on appelle aujourd'hui la télémédecine responsable. Donc il y a une corrélation le réelle entre la qualité des soins, que nous attendons tous lorsqu'on est patient, le plus tard possible pour nous toutes et tous, et finalement la prestation que permet la cabine aujourd'hui. Il n'y a aucune problématique autour de ça. Elles ne sont pas là. Je parle sur le plan conceptuel, qui peuvent être d'ailleurs les réticences des médecins. Aujourd'hui, la cabine fait très bien le job pour prendre en charge les patients. La cabine telle qu'elle a été conçue, encore une fois, il peut y avoir d'autres modèles, mais c'est vraiment l'idée de recréer un cabinet médical, finalement, à distance. Alors justement, comment ça se passe alors ? J'ouvre la porte, alors je rentre, je m'assois. Ça se passe comme vous avez vu tout à l'heure, donc c'est Ouais. assez simple. Vous rentrez dans la cabine avec le code que vous avez reçu par SMS quand vous avez réservé votre créneau. Vous arrivez, rentrez votre carte vitale pour être identifié avant tout. Et puis, vous allez avoir le médecin qui se connecte, donc que vous voyez à l'écran. Et en fait, quand on disait que les patients oublient très très vite qu'ils sont à distance, c'est ce rôle de réassurance du médecin qui va déjà commencer par lui expliquer que
Enfin, ça a beau être à distance, le patient n'est pas filmé, il est bien dans une pièce fermée de l'autre côté, et que c'est un colloque singulier exactement comme un cabinet. Et en fait, les patients, de fait, et nous, on a poursuivi votre étude, puisque à chaque consultation, finalement, on envoie des questionnaires aux médecins, et les retours sont unanimes, et les gens disent à 95% qu'ils oublient dans les quelques minutes le fait qu'ils sont à distance. Et donc, une fois que vous êtes dans la cabine, le médecin s'enquiert de pourquoi vous venez, vous pose un certain nombre de questions, comme il le ferait si vous étiez assis en face de son bureau. Voire plus qu'une consultation normale. Voire plus. Pardon. Et, non, pas de souci. Et ensuite, il va avoir à sa disposition un certain nombre de dispositifs médicaux, les mêmes globalement que ceux qu'il a dans son cabinet, qui vont lui permettre à la fois de prendre des mesures, de le peser, de le mesurer, de lui prendre sa tension, etc., mais aussi de l'examiner. Et c'est ça qui fait quand même toute la différence, c'est qu'on peut avoir un vrai examen clinique du patient. Et comme, alors c'est aussi notre choix, c'est d'avoir des créneaux de consultation longs. Nous, la durée moyenne d'une consultation dans la cabine, c'est à peu près 16 à 17 minutes. Donc il y a des créneaux dédiés de 20 minutes. Donc les patients, les médecins ont le temps, ils ne sont pas pressés. Et vraiment, pour examiner un patient à distance, ça prend du temps. Il faut pas, voilà, si effectivement on ne traite que de la bobologie ou des petites réassurances, ça peut aller beaucoup plus vite. Mais on peut aussi prendre en charge, et c'est ça la différence, c'est qu'on permet vraiment de prendre en charge un maximum de motifs de consultation. Et on repousse vraiment à la limite de ce qui est possible en cabine. Et le temps qu'il faut pour pouvoir correctement prendre en charge le patient. Vous avez des chiffres d'ailleurs sur la durée de la... C'est souvent des discussions dans la médecine réelle, entre guillemets, en temps réel. Enfin, la durée moyenne d'une consultation, les derniers chiffres que j'avais, c'était 14 minutes de mémoire au niveau national. Donc on est un tout petit peu plus long aujourd'hui, mais c'est un petit peu biaisé par le fait qu'ils ont le temps. De toute façon, ils ont un créneau dédié, donc une raison de se presser. Mais naturellement, c'est un tout petit peu plus long, en fait, parce qu'il faut quand même expliquer aux malades comment faire. Ce que nous, on fait spontanément, c'est plus facile de prendre son otoscope et de regarder. Mais on voit moins bien. Et alors, monsieur le maire nous disait tout à l'heure qu'il a été surpris par la cible des utilisateurs, des patients utilisateurs de ces services. Est-ce que par ailleurs, vous retrouvez ce que disait monsieur le maire Exactement. Il y a probablement quand même une appétence des jeunes, mais comme statistiquement, ils sont moins malades. Et qu'effectivement, c'est très accessible. Et en fait, c'est ça, c'est que je pense qu'il y a une appréhension peut-être au départ de certaines personnes un peu plus âgées sur le fait de ne pas savoir faire. Mais en fait, il suffit qu'ils viennent une fois et ils voient qu'ils peuvent très bien. Et en fait, c'est vraiment conçu pour pouvoir être utilisé en totale autonomie. Et donc, je crois que dans les dernières statistiques, le doyen d'être passé dans la cabine, il avait quand même 92 ans. Et apparemment, ça s'est très bien passé. À l'origine de l'expérimentation, j'avais émis l'hypothèse, avec le soutien de l'association, de monter un modèle économique, parce qu'on parlait du modèle économique, et on ne l'a évidemment pas trouvé, parce que c'est un peu compliqué. Mais l'idée, c'était de faire un dispositif de 3000 cabines en France avec les communes rurales. En fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas aussi simple que ça, mais c'était ce qui était important aussi de préciser par rapport aux autres dispositifs. Je voudrais dire deux choses par rapport à l'expérience. La première, c'est que moi, j'avais fait vraiment le choix, et c'est pour ça que l'ARS, ils m'ont un peu cassé les pieds, c'était je ne voulais pas qu'il y ait de professionnels de santé dans le village. En gros, on savait que nous, il y a des villages en France, notamment en montagne, etc., où il n'y a aucun professionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pharmacien, il n'y a pas d'infirmier, il n'y a pas de médecin, etc. Et la cabine de HKD, c'était la seule qui permettait de prendre en l'occurrence, moi, c'est la secrétaire de mairie, mais une personne qui vient accompagner le patient, et c'était de la consultation qui se faisait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle-là, parce qu'en fait, l'ARS voulait me mettre plutôt un chariot de télémédecine avec une infirmière à côté. Et j'ai dit, oui, mais ça ne va pas régler le problème, parce qu'il y avait ma commune, mais moi j'avais aussi la vision nationale sur le sujet. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément que j'ai découvert après, et la crise du Covid a fait émerger ça, c'était le temps de consultation. Ça, c'était assez important. Parce qu'en fait, est arrivé sur le marché effectivement des opérateurs, c'est normal, c'est la loi du marché, etc. Mais on décrédibilisait aussi le temps de consultation médicale. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait l'histoire du site internet qui était basé en Allemagne, qui vendait de l'arrêt de travail, etc. Tous ces dispositifs-là ont cassé aussi un peu ce phénomène de télémédecine, alors que nous, enfin en tout cas moi en tant qu'élu et mes collègues qui m'ont suivi derrière, parce qu'après j'ai eu beaucoup de collègues qui m'ont suivi, on s'est dit, mais nous, ce qu'on veut, c'est que les gens se soignent, on ne veut pas faire des arrêts de travail. C'est-à-dire qu'il y avait aussi toute cette
période-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le marché est compliqué pour trouver un modèle économique, parce qu'il y a plusieurs modèles qui est fait par différentes sociétés, mais aussi avec les professionnels de santé. Juste, il y a un dernier point, et j'arrête après. Sur les modèles, il y a un sujet, vous avez posé la question, comment on fait ? Aujourd'hui, l'État, qu'est-ce qu'il fait ? Je trouve que j'étais donc avec une ministre ce matin et elle l'a expliqué, donc je peux vous le répéter facilement. C'est qu'il compte sur les initiatives locales, avec ce qu'on appelle les CPTS, les communautés territoriales CPTS de professionnels de santé. Ouais. En fait, c'est des dispositifs, c'est des associations pour que les professionnels de santé qui ne se parlaient pas entre eux avant puissent se parler ensemble pour essayer d'organiser sur le territoire la santé. Et eux, ils pensent, enfin l'État pense que si eux prennent en charge le dispositif, alors dans certains cas, ils intègrent la télémédecine, c'est le cas chez moi par exemple, ils ont intégré le principe de la télémédecine, mais d'autres pas, donc après ça dépend, et c'est eux qui vont apporter la solution pour essayer de trouver un modèle d'organisation territoriale. Alors après, financièrement, c'est autre chose, c'est PAM qui paye rien. Tout à fait, et puis la différence, c'est que l'État a créé ce dispositif qui le rend obligatoire, la fameuse CPTS, ça fonctionne à certains endroits puis pas à d'autres, parce qu'il y a des égaux, parce que ceci, parce que cela, et puis parce que c'est la vie. C'est pas une initiative qui vient du terrain. Aujourd'hui, les médecins que vous avez dans vos cabines de télémédecine sont des gens qui sont volontaires pour le faire. Et c'est vrai qu'on pourrait dire, bah, tiens, on met des cabines de partout, mais c'est pareil, à la fin, il va vous manquer quand même du temps médical. Parce que si vous mettez des cabines téléphoniques, des cabines de télémédecine, mais qu'il n'y a personne... C'est pas mieux que les télécabines. Hein. Ouais, c'est pas mieux que les télécabines. Ouais. Donc, vous mettez une pièce pareille. Et si vous les mettez, bah, il faut quand même du temps médical à l'intérieur, quoi. Maud, en tant que médecin vous-même, alors Michel a donné son sentiment tout à l'heure, mais comment est-ce que, là, je me mets sur le terrain de la relation patient-médecin, qui est quand même aussi le centre, et je dirais l'intérêt de votre offre. En tant que médecin, vous-même, comment vous voyez ces nouveaux types de relations entre les patients et les médecins par écran interposé ? Comment est-ce que vous expliquez ça aux gens que vous essayez de convaincre d'adhérer à ces initiatives ? En fait, on se rend compte que, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire que on le voit dans toutes les études de satisfaction, celle de M. Le Maire, celle qu'on fait encore aujourd'hui, où globalement le taux de satisfaction est extrêmement élevé. On a même observé des choses très contre-intuitives, comme le fait que la distance libère la parole, en particulier la télémédecine. Alors, ce n'est pas spécialement dans les cabines, mais la téléconsultation en général, ça marche extrêmement bien en psychiatrie, parce que les gens sont... cette relative distance permet aussi de dire des choses. Donc, franchement, la question du relationnel entre le médecin et le malade, elle n'est pas compliquée. Dès lors que le médecin, et on y reviendra peut-être sur le côté formation, en fait, téléconsulter, ce n'est pas complètement intuitif. Et de la même façon que vous avez tous, quand vous avez commencé à faire des réunions en visio, vous avez tous vu qu'il y a des gens qui sont hyper à l'aise avec ça et d'autres beaucoup moins. Et la télémédecine, c'est pareil. Il y a des gens qui font ça de façon plus spontanée que d'autres. Mais dans tous les cas, apprendre à être face à un malade avec cet intermédiaire-là, ça s'apprend. Donc je disais tout à l'heure, c'est commencer par dédramatiser, expliquer le contexte, rappeler qu'on est dans un colloque singulier, mais c'est aussi mettre à l'aise le patient sur un certain nombre de sujets, bien lui expliquer les choses, être didactique. Et au final, comme le patient il est rendu plus acteur, il participe à sa prise de mesure, finalement, la satisfaction, elle est au rendez-vous. Donc non, moi je ne suis pas du tout concernée par cette... Aujourd'hui, les cabines sont déployées dans des entreprises, dans des institutions locales, dans les centres de santé. Est-ce que, en termes d'usage, il y a des différences notoires quand une cabine est dans une mairie, quand elle est dans une boîte, quand elle est dans un centre de santé ? Ou est-ce que finalement, votre système a trouvé son train de fonctionnement et qu'il n'y a plus beaucoup de surprises sur l'usage ? Il n'y a pas beaucoup de surprises, mais l'usage est un petit peu différent, je pense, en particulier entre ce qui se passe dans les entreprises et quand on est dans un fonctionnement plutôt collectivité, que ça soit, encore une fois, dans une mairie ou dans un centre de santé, etc. Je pense que la grosse différence, elle est sur le public. Quand vous êtes en entreprise, c'est des gens en général plus jeunes, c'est plutôt du recours, je viens travailler le matin, ça me permet de ne pas m'absenter ou de ne pas m'absenter trop longtemps, de trouver rapidement une solution. Ce n'est pas la même pathologie, alors que quand on va être en collectivité, on va rapidement avoir des gens qui ont plutôt des problèmes d'accès aux soins et qui vont finalement venir pour tout type de pathologie. Donc ça se rapproche beaucoup plus de consultations en médecine générale, en cabinet classique, quoi. Merci pour vos précisions, Maud. Est-ce que la salle a quelques questions pour nos intervenants et intervenantes ? Michel ? Juste une précision par rapport à ce qu'on disait sur la psychiatrie. Non seulement les cabines de téléconsultation permettent de rapprocher la médecine des gens dans les déserts médicaux, mais elles provoquent aussi des consultations qui n'auraient pas eu lieu
notamment la Sans la psychiatrie. cabine. On est dans un moment où la santé mentale est mise en avant en permanence, où les gens vont mal, les jeunes vont très très mal. Et aller consulter un psychiatre, ça nécessite déjà une démarche active d'aller voir un psy avec tous les tabous et les idées reçues qu'il peut y avoir autour de cette spécialité. Essayez de prendre un rendez-vous avec un psychiatre aujourd'hui. Vous avez un rendez-vous dans 2 mois. Si vous n'allez pas bien, c'est embêtant. Et donc, ça va permettre, et je crois que d'ailleurs les études montrent que les gens vont plus facilement voir le psychiatre quand on peut l'avoir de cette façon. Et puis, il y a aussi la sexo. La sexo, la démarche d'aller voir un sexothérapeute ou un sexologue parce qu'on a des problèmes, soit dans son couple, sa femme, etc., on n'y va pas. Les sexologues sont débordés, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis la démarche d'aller se retrouver dans une salle d'attente d'un cabinet de sexologie avec quelqu'un qui est à côté de vous et qui se demande qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a celle-là, c'est pas facile. Surtout si on vous y voit. Surtout, alors bon, je vous parle d'expérience. Donc voilà, il y a aussi une démarche qui va être compliquée, qui va permettre, grâce à ces cabines, d'avoir une certaine intimité et puis d'aller consulter ce qu'on n'aurait pas consulté. D'ailleurs, Maud, on parle de spécialité. Est-ce que H4D aujourd'hui assure justement ces rendez-vous de spécialité, de téléexpertise, à côté de la téléconsultation classique? On a parlé de téléexpertise tout à l'heure. C'est vraiment une solution et une approche que la cabine permet. Et là, on est en train, normalement, le mois prochain, ça devrait être complètement opérationnel. En fait, l'idée, c'est effectivement de donner cet accès très rapide à une expertise de spécialité, quelle que soit la spécialité. Alors, on a parlé de dermato parce que c'est une spécialité largement concernée par le manque de médecins, mais ça peut être en cardiologie. On a un ECG dans la cabine, donc le médecin peut très bien faire un ECG, l'envoyer à un collègue, ou poser une question sur un traitement spécifique. Et ça permet d'avoir une réponse très rapide. Et ça permet pour le coup vraiment de faire cet arbitrage de il faut voir un spécialiste versus non, en fait, c'est pas grave, il n'y a pas grand-chose. Et là, pour le coup, on a une vraie réponse parce que le patient qui aurait fait 50 km et qui aurait attendu 6 mois pour voir son dermato, en fait, on va lui dire qu'il peut être complètement rassuré parce que son grain de beauté bizarre, en fait, il n'est pas du tout bizarre. Et il va pouvoir passer à autre chose. Et en revanche, si une fois sur X, il y a effectivement un problème, là, le patient étant identifié comme un problème, il ne va pas attendre 6 mois parce qu'il va pouvoir rentrer dans le système de soins beaucoup plus facilement parce qu'il sera évidemment... Donc vraiment, pour le coup, on a un élément de réponse qui est extrêmement efficace. Et on peut faire de la télé, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on peut tout à fait faire de la télé-expertise en appelant ses copains de promo, mais ça atteint très vite ses limites et surtout, les médecins ne sont pas forcément équipés non plus pour faire ça. Alors que dans la cabine, vous allez avoir le dermatoscope, vous allez avoir une image de qualité impeccable, vous pouvez avoir une photo du tympan, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Avec la télétransmission, tout est organisé pour ça. Et donc, en fait, là, la technologie va vraiment aider à la fois sur les qualités d'image et sur le transfert et la communication avec les médecins. Comment la téléconsultation est protégée? Est-ce qu'on ne peut pas hacker une consultation? Ça fait partie des exigences très, très fortes qu'on a. Là, vous n'êtes pas sans savoir que les sociétés de téléconsultation vont devoir recevoir un agrément pour pouvoir continuer leur activité. Et la base de l'agrément, c'est tout un tas de critères de l'Agence du numérique en santé qui fait la part belle à tout ce qui est sécurité des données, parce que évidemment, à la fois le lieu de stockage, les flux, etc., tout doit être extrêmement protégé pour éviter... alors le risque zéro n'existe pas plus là qu'ailleurs, mais en tout cas, c'est vraiment un sujet pris très très au sérieux, et donc voilà, on est très confiant sur le fait que non, on ne sera pas hacké. Et en général, on demande d'ailleurs que le réseau sur lequel fonctionne la cabine soit séparé du réseau. Par exemple, je ne sais pas si c'est dans un hôpital, dans un centre, dans une mairie, n'importe quoi. C'est un réseau dédié qui est sécurisé, authentifié, etc. Ouais. Merci Maud. Est-ce que vous avez, mesdames et messieurs, une foule de questions à poser à nos intervenants et à Maud? Oui, alors ils ont été à ce point clairs qu'il n'y a strictement plus rien à dire. Écoute, je ne sais pas. Madame, allez-y, exprimez-vous. Membre d'une mairie également. Merci pour votre partage d'expérience, monsieur le maire. On reçoit une réticence, notamment d'une de nos collègues du Conseil, sur la notion de médecin traitant, parce que nous aussi, on est dans un cas de désert médical, pourtant on est à 31 minutes d'ici.
sans praticien, donc avec des infirmières, mais sans praticien au sens médecin du terme. Et effectivement, se pose la question de je suis malade de temps en temps et je consulte comme on le fait tous avec nos applis de mutuelle, etc. D'ailleurs, parce que là aussi, il y a un vrai sujet. Et puis, il n'y a pas de médecin tout court. Et du coup, on a aussi une population qui recherche un suivi avec un médecin qui soit son médecin référent, ou en tout cas à peu près toujours le même. Ou, voilà. Donc ça, c'est le genre d'argument qu'on peut entendre. Est-ce que... Alors, il y a la réponse officielle et puis la réponse pragmatique. La réponse officielle, c'est que et d'ailleurs notre dispositif il est construit comme ça. Les rendez-vous ils se prennent à 3 jours maximum. C'est de la réponse aux soins non programmés. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous ne pouvez pas consulter votre médecin traitant dans les délais compatibles avec l'urgence ressentie, et donc vous pouvez légitimement faire une exception au parcours de soins de la sécurité sociale et aller voir un médecin qui n'est pas votre médecin traitant. Il va cocher le médecin va traiter urgence et vous avez le droit de faire ça. Mais effectivement, on n'est pas censé prendre en charge des maladies chroniques, ou en tout cas le suivi de ces maladies chroniques. Maintenant, il faut être pragmatique, et quand les patients, on est dans des zones où il n'y a pas de médecin traitant, parce que là, tout à l'heure, on a vu un chiffre, mais c'est un chiffre moyen. Et donc, il y a des zones où on est à 25-30% des patients. Nous, on travaille par exemple depuis très longtemps avec le département de l'Ain. Il y a plus de 25% des patients qui n'ont pas de médecin traitant. Donc là, on n'est plus dans l'exception. Et là, même l'assurance maladie reconnaît que quand on ne peut pas, quoi. Et dans la cabine, vous ne verrez pas toujours le même médecin, ça ne sera pas votre médecin traitant, mais c'est un peu comme quand vous allez dans un cabinet de groupe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a comme un dossier partagé. Quand vous êtes venu une fois dans la cabine, vous avez un dossier patient. Dans ce dossier patient, vous avez tout votre historique. Vous avez toutes les mesures, les photos, tout ce qui a été pris tout ce qui s'est passé pendant les consultations, mais vous avez aussi un dossier médical qui est constitué au fur et à mesure par le médecin. Il y a des courriers qui peuvent être adressés à un médecin traitant s'il y en a un, mais en tout cas, il y a toujours une trace de ce qui s'est passé pendant la consultation. Et donc, si vous revenez dans la cabine, mais en fait, le médecin qui va vous prendre en charge, il va retrouver toutes ces informations, tout cet historique. Alors, ce n'est pas aussi bien qu'un médecin traitant qui vous connaît depuis 20 ans et qui a cette historique fin, j'allais dire, qui vous connaît, etc. Mais c'est mieux que rien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on n'a pas le choix, c'est quand même ça permet quand même un suivi. On a eu cet exemple un peu particulier du suivi de la plaie pendant le Covid, mais il faut vraiment se dire que, voilà, on essaye d'être pragmatique. Ça a l'air de rien comme ça, un dossier médical partagé, mais parfois au sein d'un même hôpital, l'imagerie, par exemple, on la reçoit encore en papier, alors que oui, mais malheureusement, vous avez des CHU où c'est le cas, où le dossier médical partagé interservice n'existe pas. Voilà. Donc, vous l'avez mis en place dans vos cabines, mais c'est une réalité de bien des hôpitaux. Et une autre question. J'en profite sur la question des prescriptions. Parce qu'on a aussi une population qui n'est pas spécialement geek et moins de 40 ans. Donc la prescription, quand elle arrive, j'imagine qu'elle est envoyée par mail. Non. En fait, on a un modèle de cabine dans lequel il y a une imprimante et donc vous pouvez avoir une impression sur place. Dans les cabines que vous avez vues là, suivant si vous êtes dans un centre de santé, on l'a installé dans un bus dans les Yvelines où on peut brancher une imprimante externe. Donc en fonction de l'organisation que vous souhaitez mettre en place, on peut toujours imprimer sur place si on veut. Et sinon, les ordonnances, comme l'ensemble des documents qui vont être réalisés, donc toujours un courrier pour votre médecin traitant si vous en avez un, mais aussi ça peut être des conseils, etc. Tout ce qui va être donné par le médecin va être enregistré sur votre dossier patient. Donc quand vous rentrez chez vous, vous avez l'intégralité de ces documents-là à disposition. Ce n'est pas par mail. Cela dit, je vous rejoins, une personne qui ne sait pas servir d'un ordinateur, elle va être obligée de demander à son fils, à sa fille ou à sa voisine d'aller retrouver cette information. Mais voilà, c'est effectivement la limite de l'exercice. Mais en général, il y a des solutions. On peut imprimer. Qui se lance? Hop. Merci. Bonsoir. Alors moi, j'ai une question par rapport aux médecins aujourd'hui et au paiement. Est-ce que vous avez une vision, une visibilité sur la possibilité de donner en fait, le tiers payant aux personnes qui utiliseraient la cabine? C'est un sujet qui nous tient très à cœur. Donc, aujourd'hui, chez HKD, le modèle, c'est que
Quand vous prenez rendez-vous, vous laissez une empreinte carte bleue et au moment de la consultation, c'est le médecin qui prélève le montant de la consultation. Donc, en fait, pour nous, c'est transparent. C'est juste le go-between, mais c'est le médecin qui prélève. L'idée, c'est aussi d'augmenter l'accès aux soins. L'objectif n'est évidemment pas de le limiter par la dimension financière. Et donc, à défaut de pouvoir se passer de cette étape, pour l'instant, d'empreinte carte bleue, on travaille avec nos médecins et ils ont la consigne très claire de faire le tiers payant systématique à toute personne qui y a droit, c'est-à-dire les personnes CMU, C2S, les ALD, les patients en affection longue durée, les femmes de plus de 6 mois de grossesse, toutes les conditions cliniques ou sociales qui justifient une prise en charge à 100%, ils peuvent le faire valoir auprès du médecin qui ne les prélèvera pas. Et à ce moment-là, de toute façon, il y a une transmission à l'assurance maladie. Et là, au lieu que ça soit le malade qui est remboursé, ça va être le médecin qui va être remboursé directement comme en cabinet, en fait. C'est le même... Mais il n'y a pas, en tout cas, de vision pour l'instant sur la possibilité d'élargir en fait ce champ du tiers payant à d'autres que la CMU ou les ALD. Si, ça pourrait. Aujourd'hui, on a encore quelques... En fait, avec l'agrément dont on parlait tout à l'heure, on va avoir une facilité de communication avec la sécurité sociale, avec une possibilité de vérifier les droits en direct, etc., qui pourra simplifier les choses. On a effectivement encore la problématique de la mutuelle. Mais effectivement, tous les patients qui ne bénéficient pas d'une prise en charge à 100% pourraient être exonérés au moins du ticket modérateur. Merci. Hop. Bonsoir. C'est une question à propos de la sécurité. En cas de, si jamais vous étiez hacké, la responsabilité elle est partagée entre les données, si elles sont, est-ce que c'est la responsabilité du professionnel de santé? Non. Non, si on est hacké, c'est notre responsabilité à nous. Tu veux répondre, Valérie? En fait, c'est assez particulier parce qu'en fait, en réalité, dans un réseau, il y a plusieurs choses. Donc, ça dépend quelle part du réseau a été hacké. Tout à l'heure, Maud a gentiment dit on ne va pas nous hacker, en tout cas, ils ne réussiront pas. Il y a toujours un risque, on passe notre vie à faire des tests pour voir des tests d'intrusion, pour justement renforcer notre système tous les jours. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la qualité des réseaux qu'on utilise, avec des lignes dédiées, on a un système également d'entrée dans le logiciel qui est complexe, puisque nous, on a un développement logiciel en V comme dans le nucléaire. Donc c'est très sécurisé, c'est redondant. Donc on a de grandes chances, je dirais, d'avoir un moindre mal en tout cas. Donc après, la question de la responsabilité, ça dépend vraiment par où c'est entré, pourquoi c'est entré, et c'est bien plus complexe. Bon, c'est pas mal, 20h, c'est bien. Alors évidemment, je pense que vous avez certainement peut-être d'autres questions auxquelles vous ne pensez pas forcément. Il y a une adresse mail qui est mise à votre disposition, qui est l'adresse contact@h4d.com. Vous pouvez adresser vos questions sur cette adresse mail et évidemment que l'équipe H4D prendra les précautions qu'il faut pour vous répondre. Une petite info, il y aura une prochaine table ronde a priori. Aude, tu me dis si je me trompe, au mois de janvier prochain, donc début 2024, sur le thème de la télésémiologie. Mais les communications seront adressées en temps voulu pour que vous puissiez être informés de la date précise de cette prochaine table ronde. Je remercie évidemment nos 4 intervenants, Guillaume, Michel, Monsieur le maire et Maud, et j'espère que vous aurez trouvé dans leurs explications, leurs différents développements, des bonnes raisons de bien percevoir les nombreux avantages que représente la télémédecine aujourd'hui. On remercie l'équipe H4D, pilotée par Aude Selleret, de nous recevoir aujourd'hui et d'avoir assuré la production de ce petit événement. Et on vous invite, je crois, à aller boire ce qu'on veut, à peu près, de l'autre côté, à la sortie de la salle. Voilà, merci beaucoup à toutes et tous.
for sunshine. Waiting for sunshine.